Ma sœur m'a rayé de sa liste de mariage après que j'ai payé 25 000 € pour sa salle. Ma mère m'ordonnant de me taire, j'ai fui sur l'île de Ré. Le jour J, son fiancé l'a abandonné. Désormais, ma famille me supplie de revenir. Je m'appelle Chloé Dubois, j'ai 34 ans et je vis à Bordeaux. 3 jours avant le mariage de ma sœur, mon fiancé Lucas et moi avons découvert que nos noms avaient été effacés de sa liste de mariage public, supprimés devant 180 invités, comme si nous n'avions jamais existé. Même après que j'ai viré 25 000 € pour sa salle de réception. Même après toutes les dettes que j'ai couvertes, après toutes les fois où je l'ai choisi au détriment de moi-même. Puis est arrivé l'email de ma mère. Seulement 7 mots, c'est le jour de Sophie. Ne rend pas les choses plus difficiles. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas supplié. Au lieu de cela, pendant qu'ils allumaient les lustres et posaient pour les photographes, Lucas et moi avons roulé jusqu'à l'île de Ré, où l'océan était à nous et où le silence avait un goût de liberté. Mais bientôt, les vidéos du mariage ont commencé à se propager en ligne. Le marié s'est enfui, Sophie sanglotait sur l'estrade, et des millions d'inconnus se posaient la même question, qu'avait-elle fait? Et qu'allais-je dire? Ce moment n'est pas sorti de nulle part. Tout a commencé discrètement, une semaine plus tôt, quand Lucas et moi essayions encore de choisir le cadeau parfait, ignorant que l'écran devant nous était sur le point de confirmer ce que mon cœur avait toujours craint. J'étais assise sur le canapé, mon ordinateur portable ouvert, une tasse de café refroidissant sur la table à côté de moi, quand Lucas s'est penché par-dessus mon épaule et a dit qu'il avait trouvé quelque chose de parfait sur la liste de mariage de Sophie. Il avait ce regard calme mais excité qu'il arbore toujours quand il pense avoir résolu un problème. Nous passions en revue la liste depuis une demi-heure, hésitant entre une élégante machine à expresso et un service de verre à vin de créateur, essayant de décider quoi offrir à ma jeune sœur et à son fiancé. J'étais fatigué, mais toujours disposé, car offrir un cadeau réfléchi me semblait être la bonne chose à faire, même si Sophie avait à peine dit merci quand j'avais payé la compte pour sa salle l'année dernière. J'ai tapé nos noms dans l'onglet RSVP pour vérifier l'adresse de livraison. La page s'est actualisée, et les mots m'ont frappé en plein cœur, liste d'invités finalisée. Nom non trouvé. J'ai réessayé, plus lentement cette fois, convaincu d'avoir mal orthographié Dubois. L'écran a clignoté et a répété le même message, nom non trouvé. J'ai cliqué sur le menu déroulant, parcourant des lignes et des lignes de noms, des amis d'université, des cousins éloignés, des partenaires d'affaires de mon père, même son ancienne colocataire qui lui avait dit un jour que j'étais trop intense. 180 noms, soigneusement arrangés. Aucun d'eux n'était le mien. Aucun d'eux n'était celui de Lucas. Mon estomac s'est noué, non pas de choc, mais avec le genre de confirmation sourde qui vient après avoir toujours suspecté quelque chose. Lucas a froncé les sourcils, se penchant plus près. « Et c'est mon nom » a-t-il dit. Je l'ai fait. Même message. Nom non trouvé. Il s'est reculé, la mâchoire crispée. Ça doit être une erreur. Personne ne supprime sa famille d'une liste de mariage. Ma main flottait au-dessus de la souris. Peut-être que c'était un bug technique. Peut-être que Sophie avait oublié de nous rajouter après une mise à jour. Mon cœur voulait une explication, mais le poids dans ma poitrine savait mieux. J'ai actualisé la page à nouveau, espérant désespérément un résultat différent. Les noms n'ont pas changé. C'était final. Une partie de moi voulait rire de l'absurdité, de la cruauté d'être effacé d'une manière si publique et désinvolte. Si quelqu'un d'autre cherchait, il verrait que nous n'étions pas sur la liste. Comme si nous n'avions jamais existé. Lucas secoua lentement la tête. Je vais l'appeler. J'ai posé ma main sur son bras. Ne fais pas ça. Je savais déjà ce qui se passerait. Sophie minimiserait, me dirait que ce n'était pas personnel, que je surréagissais, que c'était son jour. Le même scénario qu'elle avait répété toute sa vie. Sauf que maintenant, elle avait le pouvoir de suppression pour le confirmer. J'ai fermé l'ordinateur portable, mais le poids n'a pas disparu. Le silence entre nous semblait plus lourd que les mots. Puis mon téléphone a vibré sur la table. Un nouvel email. Mes yeux se sont posés sur l'expéditeur et se sont figés. Valérie Dubois. Ma mère. J'ai cliqué, espérant de la clarté, peut-être même des excuses. Au lieu de cela, 7 mots froids sur l'écran, c'est le jour de Sophie. Ne rend pas les choses plus difficiles. Pas de salutation. Pas d'explication. Pas même une signature. Ma gorge me brûlait.
Elle n'avait même pas essayé de prétendre que c'était un malentendu. Elle avait pris le parti de Sophie de la manière la plus simple et la plus brutale possible, en me coupant avec une seule ligne. Lucas a lu par-dessus mon épaule, son visage s'assombrissant. C'est tout? C'est tout ce qu'elle a à te dire? Il me regardait comme s'il s'attendait à ce que je m'effondre, mais ce ne fut pas le cas. Je suis juste restée assise là, fixant les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Je ne savais pas si je voulais pleurer ou jeter l'ordinateur à travers la pièce. Au lieu de cela, j'ai refermé le couvercle et je l'ai repoussé. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, écartant le rideau. Dehors, Bordeaux rayonnait sous la lumière de fin d'après-midi. Les rues bordées de platanes, des couples se promenant avec des gobelets de café à la main. La ville vivait sa douce vie ordinaire. À l'intérieur, mon monde avait basculé avec une seule confirmation. Je n'étais pas invité. Nous n'étions pas invités. Lucas se tenait derrière moi, son reflet dans la vitre. Il a doucement touché mon épaule. C'est insensé. Tu as payé la compte pour cette salle, Chloé. Tu étais là chaque fois que Sophie avait besoin de quelque chose, et maintenant elle te supprime comme si tu étais une vague connaissance. Je n'ai pas répondu. Mon esprit a revisité des années de moments où j'avais ravalé ma colère, où j'avais laissé les besoins de Sophie passer en premier, où je m'étais faite plus petite pour qu'elle puisse briller davantage. Ça avait toujours été comme ça, mais jamais de manière aussi flagrante, aussi publique. C'était une chose d'être négligée, une autre d'être effacée. Je me suis détourné de la fenêtre, rencontrant les yeux stables de Lucas. Il n'y avait pas d'indignation dans les miens, seulement une netteté calme qui m'effrayait plus que les larmes n'auraient jamais pu le faire. J'ai murmuré, elle ne m'a pas seulement coupé, moi. Elle nous a coupés, nous. Il a hoché la tête. Oui. Sa colère couvait sous son calme extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pendant un long moment, je n'ai pas répondu. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient étrangement stables. Je me suis rassise sur le canapé, j'ai pris la tasse de café froide et j'ai bu une gorgée. L'amertume m'a ancré. Je l'ai reposée avec précaution. Nous ne supplions pas, ai-je dit doucement. Pas cette fois. Le bourdonnement de la climatisation remplissait le silence. Lucas s'est assis à côté de moi, observant toujours, attendant toujours. Je me suis penché en arrière et j'ai laissé l'immobilité s'installer sur moi comme une lourde couverture, une couverture qui portait à la fois la blessure et la clarté. Quelque part en moi, je savais que ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était seulement la première coupure, la première preuve indéniable que je n'étais jamais censé faire partie de leur image parfaite. Et pour la première fois, j'ai senti le tranchant froid de quelque chose de différent monter en moi. Pas de la rage, pas du chagrin. Quelque chose de plus aiguisé, la certitude tranquille que je ne jouerais plus leur rôle. J'ai repensé à toutes les années qui m'avaient façonné en la personne qui ne demandait jamais plus, celle dont on attendait toujours qu'elle s'efface. Mon père, Richard, avait perfectionné l'art de la comparaison. Le rire de Sophie était plus éclatant, le style de Sophie était plus naturel, Sophie le rendrait fier un jour. Je l'entendais si souvent que c'était devenu un bruit de fond, comme le ronronnement d'une tondeuse un dimanche après-midi. Ma mère, Valérie, y jouait son propre rôle. Elle n'élevait pas la voix, mais elle avait une façon de me demander de céder, avec un ton qui ne laissait aucune place au refus. Chloé, laisse ta sœur avoir ça, Chloé, elle en a plus besoin que toi. Chloé, ne rend pas les choses plus difficiles. Les mots ne sonnaient jamais cruels, mais ils me taillaient en pièces, année après année, jusqu'à ce que j'apprenne à plier sans même remarquer que je pliais. En 2011, j'ai reçu une lettre qui aurait dû changer ma vie, une bourse complète pour le programme MBA de HEC Paris. Je me souviens être assise dans la cuisine, l'enveloppe ouverte entre mes mains, mon pouls martelant ma gorge, pensant que c'était ma chance de finalement construire quelque chose pour moi. Mais c'était la même année où Sophie a prétendu qu'elle était trop dépassée pour être seule à New York, et ma mère s'est assise en face de moi, les larmes aux yeux, disant qu'elle s'inquiétait de laisser sa plus jeune sans soutien. Elle m'a demandé si c'était vraiment le bon moment pour partir. J'ai replié la lettre d'acceptation dans son enveloppe et je l'ai rangée dans un tiroir. Je me suis dit que je faisais ce qu'il fallait en restant à Bordeaux, en étant la bonne fille. Je ne suis jamais allé à HEC. Sophie ne se souvient même pas de cette conversation. Des années plus tard, c'était le même schéma, seuls les chiffres grandissaient. Sophie a explosé le plafond de ses cartes de crédit pour des meubles dans un appartement où elle vivait à peine. Elle m'a appelé en pleurant,
disant que sa solvabilité était ruinée, qu'elle ne s'en remettrait jamais. J'ai fait un chèque et lui ai dit que tout irait bien. Elle a promis de me rembourser, mais le sujet n'a plus jamais été abordé. C'est devenu un autre registre secret que je gardais, non pas dans une banque, mais au creux de ma poitrine. Puis est venu l'acompte du mariage, 25 000 €. Elle a dit que sa carte était au maximum, qu'elle n'avait personne d'autre vers qui se tourner. J'ai transféré l'argent sans hésitation, me disant que c'était temporaire, que je l'aidais à démarrer sa vie. Je l'ai regardé poster des photos de sa fête de fiançailles dans la salle même que j'avais payée, sans jamais me mentionner, sans jamais reconnaître le poids de ce chèque. J'étais invisible, même dans les moments où je la portais. Lucas avait déjà entendu ces histoires, par bribes, tard dans la nuit, quand l'épuisement causé par ma famille devenait trop lourd à garder pour moi. Il n'a jamais dit « je te l'avais bien dit ». Il se contentait de me serrer la main, son silence stable. Maintenant, il me regardait et disait doucement « tu le vois maintenant, n'est-ce pas ?» J'ai dégluti difficilement, fixant la lumière bleutée qui se répandait dans notre salon. Pendant si longtemps, je m'étais convaincu que c'était ça, la famille, le sacrifice sans reconnaissance, l'amour mesuré à l'utilité. Mon père croyait que l'éclat de Sophie serait toujours plus brillant. Ma mère croyait que l'harmonie était plus importante que l'équité. Et Sophie croyait qu'elle avait droit à chaque sacrifice que je faisais. Et moi, bêtement, je croyais que si je donnais assez, un jour, il me verrait. Je me souviens, à 10 ans, debout sur le porche dans l'air moite de l'été, tenant la main de Sophie après qu'elle se soit cassé le bras en tombant de vélo. C'est moi qui l'ai calmée pendant que ma mère se précipitait pour trouver les clés de la voiture. C'est moi qui ai murmuré que tout irait bien, qu'elle était en sécurité. Mon père l'a portée à l'intérieur et n'a même pas remarqué que j'étais toujours là, en larmes, les mains tremblantes. Cette image d'être en marge, invisible, ne m'a jamais vraiment quitté. Maintenant, assise dans mon propre salon avec Lucas à mes côtés, je sentais tous ces moments s'empiler comme des briques, chacun un rappel que j'avais construit une maison dans laquelle je n'étais jamais destiné à vivre. Je me suis frotté les tempes, la douleur derrière mes yeux se propageant. J'en avais assez des registres silencieux, assez de porter une dette que personne n'admettait. J'avais été celle qui faisait la paix, qui payait les factures, qui tenait les mains, qui sacrifiait. Et qu'est-ce que cela m'avait rapporté? Un nom supprimé sur une liste d'invités. Un email me disant de ne pas rendre les choses plus difficiles. Lucas a posé son bras le long du dossier du canapé, attendant. J'ai murmuré, plus pour moi-même que pour lui, je n'ai jamais été une sœur pour eux. J'étais un compte, un distributeur automatique dont ils pouvaient retirer de l'argent quand ils en avaient besoin. Ma voix s'est brisée sur le dernier mot, mais cela ressemblait plus à une vérité qu'à une défaite. Lucas s'est penché en avant, pressant son front contre le mien. Plus maintenant, a-t-il dit. Sauf si tu les laisses faire. Ces mots flottaient dans l'air, plus lourds que le silence qui a suivi. J'ai fermé les yeux et, pour la première fois depuis des années, je me suis permis de croire qu'il avait peut-être raison. La soirée s'est étirée, le bourdonnement de la ville à l'extérieur étouffé par nos murs, le monde avançant à son rythme ordinaire tandis que le mien avait basculé de façon permanente. Assise là, le bras de Lucas autour de moi, j'ai réalisé que l'image que j'avais de la famille n'était qu'un cadre délavé. Le centre était creux, et peu importe combien je versais dedans, il ne serait jamais rempli. La prise de conscience était vive, presque cruelle, mais elle était aussi libératrice. Je pouvais enfin voir la vérité sans essayer de l'embellir. Et dans cette immobilité, dans cette reconnaissance silencieuse, j'ai senti le premier brin fragile de résolution prendre racine. Lucas a légèrement bougé pour pouvoir voir mon visage, ses yeux cherchant dans les miens, comme s'il attendait que je dise ce qu'il savait déjà. Sa voix était stable mais douce quand il a finalement parlé, « Tu veux rester ici et les laisser t'humilier à nouveau, ou tu veux tourner la page ?» La question est restée en suspens, simple mais énorme. Pendant une seconde, je l'ai juste regardé, les mots s'infiltrant dans les fissures qui s'étaient ouvertes en moi toute la soirée. Rester signifiait plus de silence, plus de défilement sur Instagram pendant que Sophie souriait dans une robe que j'avais aidé à payer, plus de prétention que j'allais bien avec le fait d'être effacé. Partir signifiait quelque chose que je n'avais jamais osé faire avant, me choisir. Je me suis penché en arrière, expirant lentement. Ma poitrine s'est serrée, non pas de peur, mais de clarté. J'ai murmuré, je ne peux pas rester ici et attendre que leur spectacle se déroule. Pas cette fois. Lucas a hoché la tête une fois, sans triomphe dans son expression, seulement un accord silencieux. Alors partons,
a-t-il dit. Pas seulement de la maison. Allons quelque part où ils ne peuvent pas nous atteindre. Il a sorti son téléphone, a ouvert l'application d'une compagnie aérienne et l'a posée sur la table basse devant moi, comme une porte ouverte. Où voudrais-tu être si rien de tout ça n'existait, a-t-il demandé. La réponse est venue avant que je puisse l'arrêter. L'île de Ré. J'avais lu un article sur ce lieu dans un magazine de voyage des années auparavant, une portion isolée de la côte atlantique où les riches s'échappaient sur des terrains de golf et des plages tranquilles. C'était assez proche pour y aller en voiture en une journée, mais cela semblait à un monde de Bordeaux. Je voulais le genre de silence qu'on ne peut pas acheter avec des fleurs ou des excuses forcées. Je voulais le son des vagues au lieu de la voix de Sophie. Lucas a souri faiblement, tapant déjà. Alors, l'île de Ré, ce sera. J'ai regardé ses doigts bouger sur l'écran, trouvant des vols et des réservations d'hôtels. Mon cœur battait avec quelque chose que je n'attendais pas, le soulagement. Comme entrer dans de l'eau froide après des heures dans une chaleur étouffante. J'ai pris mon propre téléphone, j'ai balayé mon calendrier et j'ai trouvé le bloc de texte lumineux qui disait le mariage de Sophie. D'un simple geste, je l'ai supprimé. Puis j'ai ouvert la conversation de groupe familial, le même fil qui avait été rempli de photos de la salle et d'essayage de robes, où mes commentaires étaient ignorés et ceux de Sophie loués. Mon pouce n'a hésité qu'un instant avant que j'appuie sur « Quitter la conversation ». La bulle a disparu, et avec elle, la dernière attache qui me liait à leur spectacle. Lucas m'a jeté un coup d'œil, comme pour vérifier si je regrettais. Non, pas le moins du monde. Je me sentais plus légère, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans une pièce suffocante. Il a pris ma main et l'a serrée. « Fier de toi », a-t-il dit doucement. Je n'ai pas répondu, je lui ai juste serré la main en retour. La nuit s'est prolongée après minuit alors que nous faisions nos plans. Nous avons choisi un hôtel avec vue sur l'océan, réservé 2 billets pour un vol matinal vers La Rochelle, et organisé une voiture de location pour le reste du trajet. Lucas s'est occupé des détails pendant que j'étais assise, recroquevillée sur le canapé, le regardant, réalisant à quel point c'était différent de planifier quelque chose pour moi-même plutôt que pour quelqu'un d'autre. Pour une fois, je ne coordonnais pas des vacances familiales, ni n'organisais un dîner dont Sophie s'attribuerait plus tard le mérite. C'était à moi. Quand les emails de confirmation sont arrivés, Lucas a fait glisser son téléphone vers moi pour que je puisse lire. J'ai souri, le premier vrai sourire que j'avais eu depuis des jours. On le fait vraiment, ai-je murmuré. Il s'est penché en arrière, croisant les bras, son expression s'adoucissant. Tu mérites de respirer, Chloé. Même si c'est juste pour une semaine. Tu le mérites. Je me suis levé et suis allé à la cuisine, me suis versé un verre d'eau et me suis appuyé contre le comptoir. L'appartement était silencieux, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et du faible bruit de la circulation au-delà de la fenêtre. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait lentement. J'ai pensé à toutes les années que j'avais passées à Bordeaux, attendant des miettes de reconnaissance, attendant que le rôle de la bonne fille me vaille enfin une place à table. Maintenant, je partais. Pas avec un cri, pas avec une dispute, mais avec une décision silencieuse d'arrêter de jouer. J'ai ramené le verre au canapé et me suis assise à côté de Lucas. L'horloge murale indiquait presque 1h du matin. Nous devions faire nos valises dans quelques heures, mais je n'étais pas fatigué. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai cliqué sur mes fichiers et j'ai trouvé le reçu scanné de la compte de 25 000 € que j'avais viré pour la salle de mariage de Sophie. Je l'ai regardé longuement, puis j'ai fait glisser le fichier dans un nouveau dossier que j'ai simplement nommé Archives. J'ai fermé l'ordinateur portable avec une finalité calme. Qu'ils paient leurs propres factures à partir de maintenant. Lucas s'est étiré, bâillant, puis m'a attiré près de lui jusqu'à ce que ma tête repose sur son épaule. Demain, a-t-il dit, demain, nous serons partis. J'ai hoché la tête contre lui. Demain, nous ne serions pas assis à Bordeaux à faire semblant. Demain, nous serions dans une voiture en direction du sud, vers l'océan, vers le silence. Pour la première fois depuis des années, je n'attendrai pas l'approbation de ma famille. Je vivrai hors de leur portée. L'appartement était sombre, à l'exception de la lueur d'une seule lampe. J'ai senti le poids de l'épuisement commencer enfin à me tirer vers le bas, mais ce n'était pas l'épuisement lourd de la défaite. C'était celui qui vient après avoir fait un choix que vous avez évité trop longtemps. En fermant les yeux, j'ai imaginé le littoral de l'île de Ré, la marée s'étendant largement, effaçant les empreintes de pas, comme pour me rappeler que partir est parfois la réponse la plus nette.
J'ai laissé cette image m'accompagner alors que je sombrais dans le sommeil, la décision déjà prise, le premier pas déjà fait. Le soleil du matin a traversé les stores avant que je ne sois prête à me réveiller, mais mon esprit était déjà alerte, courant en avant. Nous avons fait nos valises rapidement, jetant maillot de bain et robe d'été dans des sacs, Lucas glissant son ordinateur portable dans sa housse et vérifiant une dernière fois la confirmation de vol. À midi, nous étions à l'aéroport, passant la sécurité au rythme régulier des gens qui ont décidé de ne pas regarder en arrière. Depuis la fenêtre de l'avion, j'ai regardé l'horizon de Bordeaux rétrécir, les ponts et les toits familiers se dissolvant dans les nuages. J'ai pensé à mes parents, quelque part dans leur maison à l'autre bout de la ville, à Sophie dans ses derniers essayages, au bourdonnement des préparatifs qui continuaient sans moi. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti l'envie d'en faire partie. Je n'ai ressenti que du soulagement. Nous avons atterri à La Rochelle, récupéré la voiture de location et roulé vers la côte. Plus nous avancions, plus le monde devenait silencieux. Les routes se rétrécissaient, bordées de chênes couverts de mousse qui s'arquaient au-dessus de nos têtes comme des gardiens vigilants. Quand nous sommes finalement arrivés au complexe hôtelier sur l'île de Ré, j'ai eu l'impression d'entrer dans une autre vie. Le hall sentait le jasmin et l'air salin, les sols en marbre brillaient, le personnel nous accueillant avec une chaleur sincère. Un concierge m'a tendu un verre d'eau glacée aux agrumes et nous a accueillis par notre nom, comme si j'avais ma place ici, sans question. Notre chambre donnait sur l'océan, des baies vitrées s'ouvrant sur un balcon où l'horizon s'étendait à l'infini. J'ai laissé tomber mon sac sur le lit et je suis allé directement à la balustrade. Le vent salé tirait sur mes cheveux, le son des vagues se brisant, régulier et sûr. Lucas est venu derrière moi, glissant ses bras autour de ma taille. Ça valait déjà le coup, a-t-il murmuré. J'ai hoché la tête, incapable de trouver des mots assez grands pour le relâchement que je ressentais. Ce soir-là, nous avons marché jusqu'au restaurant en bord de plage. Des lanternes se balançaient doucement dans la brise, leur lumière se dispersant sur les nappes blanches. Nous nous sommes assis à une table d'angle avec vue sur le sable, le ciel rougissant alors que le soleil descendait. Lucas a commandé une dorade grillée et j'ai choisi des crevettes à la sauce aux agrumes. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis permis de savourer le simple acte de manger sans le poids de ce qui m'attendait à la maison. Nous avons trinqué avec des verres de vin frais, et il m'a demandé où je nous voyais dans 5 ans, si les drames familiaux ne dictaient pas tout. La question m'a fait rire doucement, parce que je ne m'étais jamais permis de l'imaginer. J'ai réfléchi un instant, regardant les vagues. J'ai dit que je voulais des matins sans tension, une maison remplie de musique au lieu de silence, un travail qui se développait grâce à mes choix, pas parce que je me prouvais à des gens qui refusaient de me voir. Lucas a souri et a tendu la main vers la mienne par-dessus la table. C'est exactement là où nous allons, a-t-il dit. Mais même dans cette lueur de contentement, une ombre s'est glissée. Mon esprit est revenu aux 25 000 € que j'avais virés pour la salle de Sophie, le fardeau que je portais silencieusement pendant qu'elle postait des photos de lustres et d'arches de fleurs. J'ai pensé aux emails qu'elle m'envoyait, plein d'exigences, suivis d'un silence radio une fois qu'elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Assise là, dans la douce lumière dorée, je me suis demandé comment j'avais pu laisser les choses aller si loin, comment je m'étais convaincu que l'amour se mesurait aux factures que je payais. La nourriture devant moi était riche en saveurs, mais il y avait une acidité que je ne pouvais pas avaler, l'amertume de savoir que j'avais été effacé par les personnes même que je finançais. Plus tard, de retour dans la chambre, j'ai enfilé une robe d'été et je suis sorti sur le balcon. Lucas m'a tendu un verre, quelque chose de vif et de froid, garni de citron vert. Je l'ai levé contre l'horizon qui s'estompait, j'ai pris une photo avec mon téléphone et j'ai tapé une légende sans réfléchir, heureuse de ne pas avoir été invité. Il s'avère que j'avais quand même une place au premier rang. Je l'ai publié et j'ai posé le téléphone face contre table. Le son des vagues remplissait le silence entre nous, la vérité portée dans le monde numérique sans que j'aie besoin de m'expliquer davantage. Pendant un long moment, nous sommes restés assis là, à écouter la mer. Lucas s'est penché en arrière dans sa chaise, les yeux mi-clos, un petit sourire jouant sur ses lèvres. J'ai laissé la brise soulever des mèches de mes cheveux, l'air salin frais sur ma peau. C'était comme la liberté, même si elle était temporaire, même si elle était fragile. Ma poitrine s'est desserrée d'une manière que je ne pensais pas possible. La vibration de mon téléphone a brisé le calme. Je l'ai ignoré au début, pas prête à laisser le monde extérieur s'infiltrer. Mais il a vibré à nouveau, puis encore. Finalement, je l'ai retourné. Un texto de ma cousine Laure est apparu à l'écran. Elle me contactait rarement, et quand elle le faisait,
c'était généralement avec une photo décontractée ou des vœux de vacances. Cette fois, c'était 5 mots, tu as entendu ce qui s'est passé? Mon pouce a flotté au-dessus du bouton de réponse, mais j'ai reposé le téléphone sans répondre. Quoi qu'elle veuille dire, ça pouvait attendre. L'océan était toujours là, la nuit toujours douce, et je n'étais pas prête à laisser quiconque me ramener dans leur orbite. Je voulais rester dans cette bulle de paix aussi longtemps que possible. Lucas a jeté un œil au téléphone, puis à moi. Tu veux regarder? J'ai secoué la tête. Pas ce soir. Il a hoché la tête, respectant la limite sans insister. Nous avons laissé le silence s'étirer à nouveau, cette fois non pas lourd, mais réconfortant. J'ai siroté la dernière gorgée de ma boisson et j'ai posé mes coudes sur la balustrade du balcon. Quelque part au-delà de l'horizon, ma famille était en train de tisser son image parfaite, croyant toujours que j'étais le problème manquant, pas la pièce manquante. Ici, j'ai finalement ressenti la force de l'absence. L'air de la nuit m'enveloppait, portant la promesse de quiétude qui m'avait été refusée depuis si longtemps. Le lendemain matin, la lumière du soleil se déversait déjà sur les draps quand j'ai ouvert les yeux. Lucas était assis au bord du lit, son téléphone à la main, un pli entre les sourcils. Je me suis redressé sur un coude, clignant des yeux contre la luminosité. « Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé. Il m'a tendu le téléphone comme s'il portait quelque chose de fragile. « Tu devrais probablement voir ça. » Je l'ai pris, m'attendant à un autre texto de l'heure ou peut-être un commentaire passif de ma mère. Au lieu de cela, une vidéo TikTok remplissait l'écran. La première image était tremblante, filmée depuis le milieu d'une foule. Une musique jouait faiblement en arrière-plan, des cordes et un piano doux. Puis la caméra s'est déplacée, et j'ai vu Sophie, ma jeune sœur, dans la robe en satin que j'avais aperçue lors des essayages, debout à l'autel, son voile légèrement de travers. Elle serrait un bouquet si fort que ses jointures étaient blanches. La seconde suivante, la caméra a fait un panoramique vers un homme en smoking, Marc Durand. Il s'éloignait d'un pas décidé, l'expression dure, la mâchoire serrée. 2 témoins le poursuivaient, sans parvenir à le ralentir. Les voix des invités s'élevaient dans la confusion, certains haletants, d'autres chuchotant. Sophie s'est retournée vers lui, sa voix se brisant à travers les haut-parleurs. « Ce n'est pas ma faute. Que quelqu'un lui parle. » Elle s'est élancée en avant, mais il a continué à marcher, dépassant les rangées de chaises, disparaissant du cadre. La vidéo s'est terminée brusquement, se coupant sur le visage de Sophie, tordu entre l'incrédulité et le désespoir. J'ai fixé l'écran, mon pouls régulier mais ma respiration se bloquant dans ma poitrine. « Remets-la » a dit Lucas doucement. Je l'ai fait, cette fois en observant chaque détail, les fleurs disposées en parfaite symétrie, les invités tendant le cou, la façon dont les épaules de Sophie se sont affaissées alors que l'homme qu'elle était censée épouser s'éloignait devant tout le monde. Quand le clip s'est terminé à nouveau, j'ai rendu le téléphone. « Combien de vues ?» ai-je demandé. Lucas a fait glisser l'écran vers le bas. Plus de 300 000 déjà. Ça a été posté il y a 2 heures. Mes lèvres se sont pressées, ni dans un sourire, ni dans le choc, mais dans un étrange calme. Le karma avait son propre timing. Lucas s'est adossé à la tête de lit, secouant lentement la tête. Je dois admettre que je ne m'attendais pas à ça. J'ai ramené mes genoux contre ma poitrine, posant mon menton dessus. Pas cette scène exacte, mais quelque chose. Sophie a toujours vécu sur un équilibre emprunté, reportant toujours la faute jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne pour la rattraper. Finalement, quelqu'un allait partir. Il se trouve que c'était l'homme en smoking. Une autre notification a sonné sur son téléphone. Il l'a ouverte et a laissé échapper un sifflement bas. Plus de clips. Des angles différents. Les gens font déjà des montages. Il a fait défiler, me montrant une autre vidéo, celle-ci de plus près. Le maquillage de Sophie coulait sur son visage alors qu'elle criait, insistant sur le fait qu'il surréagissait, suppliant quelqu'un de régler le problème. Les invités échangeaient des regards gênés, certains se levant pour partir, d'autres encore figés sur leurs chaises. J'ai posé le téléphone sur la table de nuit, les mains jointes sur mes genoux. Je ne jubilais pas. Il n'y avait aucun frisson à voir ma sœur s'effondrer. Ce que je ressentais, c'était de l'immobilité. Comme l'air après un coup de tonnerre, lourd mais pur. Pendant des années, j'avais été celle qui réparait les trous, couvrait les fissures, inventait des excuses pour préserver l'image de notre famille. Maintenant, je n'étais pas là, et les fissures s'ouvraient en grand, toutes seules.
Lucas m'a étudié attentivement. Tu es terriblement calme à ce sujet. J'ai rencontré son regard. Parce que ça n'a plus rien à voir avec moi. Pour une fois, je n'ai pas à réparer ça. J'ai expiré, le poids dans ma poitrine se relâchant alors que les mots se déposaient dans l'air. Nous nous sommes habillés lentement, nous dirigeant vers le café du complexe pour le petit déjeuner. La salle à manger donnait sur l'océan, la marée montant, lisse et régulière, indifférente au chaos qui se déroulait à Bordeaux. En sirotant mon café et en goûtant la saveur sucrée et acidulée des agrumes frais, mon téléphone a vibré encore et encore. Je l'ai ignoré, le rangeant dans mon sac. Je ne voulais entendre que les vagues. Après le petit déjeuner, nous avons marché le long de la plage, les pieds nus s'enfonçant dans le sable frais. Des enfants couraient devant avec des seaux, poursuivant les goélands, des couples se promenaient bras dessus, bras dessous. C'était une image de calme qui semblait presque irréelle par rapport à ce que je savais qu'il se passait à la maison. Lucas a glissé sa main dans la mienne. « Tu te sens plus légère ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête lentement. Pour la première fois, je crois que oui. À la mi-journée, les vidéos s'étaient multipliées, des clips d'invités chuchotant, de Sophie criant, de Marc traversant le parking en trombe pendant que quelqu'un filmait de derrière une rangée de voitures. Lucas m'en a montré un avec la légende, quand le marié s'enfuit avant même l'arrivée du gâteau. Les commentaires étaient impitoyables, elle a dû faire quelque chose, pauvre gars, il a échappé à une balle, d'autres n'étaient que des émojis rires alignés. Je me suis assise de nouveau sur le balcon cet après-midi-là, regardant les vagues. Mon téléphone était lourd dans ma main, des dizaines de notifications manquaient brillant en rouge. Je n'en ai ouvert aucune. Au lieu de cela, j'ai ouvert l'appareil photo, cadré un verre à cocktail contre l'horizon et tapé les mots qui flottaient en moi depuis notre arrivée, heureuse de ne pas avoir été invitée. Il s'avère que j'avais quand même une place au premier rang. J'ai appuyé sur « Publier » et j'ai fermé l'application. Le son de l'océan remplissait le silence, noyant l'écho lointain de l'effondrement de ma famille. Lucas m'a rejoint, posant un bol de fruits sur la table entre nous. « Tu ne vas vraiment pas vérifier tes messages ?» J'ai secoué la tête. « Pas maintenant. » Il s'est penché en arrière, plissant les yeux vers l'horizon. « Alors profitons en tant que ça dure. » Alors que le soleil plongeait dans l'eau et que le ciel s'embrasait de rose et d'or, j'ai réalisé que c'était la première fois que le chaos de Sophie ne m'avait pas entraîné. Le monde la regardait maintenant, pas moi. Et je ne ressentais aucun besoin d'entrer dans le cadre. Les vagues se brisaient régulièrement contre le rivage, la lumière diminuait, et la nuit s'est installée autour de nous avec un calme qui semblait presque sacré. Le lendemain matin, Lucas est sorti sur le balcon, son téléphone à la main, son expression prise entre l'incrédulité et l'amusement. « Tu ne vas pas croire ça ?» a-t-il dit. Je me faisais encore un chignon lâche, la brise marine fraîche sur mon visage. « Quoi encore ?» ai-je demandé, me préparant. Il a posé le téléphone devant moi, la vidéo déjà prête. Le cadre tremblait alors qu'un invité faisait un panoramique sur la réception du mariage, des tables drapées de lin blanc, un quatuor à cordes essayant de jouer par-dessus le bruit, les voix s'élevant de seconde en seconde. Puis la caméra a attrapé mon oncle Robert, le visage rouge, le doigt pointé directement sur mon père. Ces mots étaient vifs, tranchant à travers la musique polie, « Tu l'as fait payer pour ça, Richard. Tu as fait en sorte que Chloé couvre les factures de ta fille. » Tout le monde l'a entendu et tu es resté assis là comme si de rien n'était. Des halètements ont parcouru la foule. La mâchoire de mon père s'est crispée, sa main se refermant en un point à ses côtés. « Ce ne sont pas tes affaires » a-t-il lâché. Mais Robert n'a pas arrêté. « Elle a viré 25 000 € pour ce cirque, et tu as laissé Sophie l'effacer de la liste des invités. Tu es un lâche. » La caméra a sursauté alors que les gens bougeaient sur leurs sièges, tiraillés entre fer comme si de rien n'était et regardaient les fissures s'ouvrir en grand. J'ai senti ma propre poitrine se serrer, comme si j'étais là-bas au lieu de regarder à des centaines de kilomètres. Lucas m'a jeté un coup d'œil, mais j'ai gardé les yeux sur l'écran. Le visage de mon père était de pierre, mais je connaissais ce regard, celui qu'il arborait chaque fois qu'il était exposé, celui qui défiait quiconque de le contester davantage. Robert a secoué la tête, marmonnant quelque chose sur la honte avant de partir en trombe, laissant la musique faiblir dans son sillage. La vidéo s'est coupée, mais une autre notification a vibré. Lucas a tapé dessus et cette fois, le cadre s'est ouvert sur ma grand-mère, Hélène. Elle se tenait au centre de la piste de danse, ses cheveux argentés captant la lumière du lustre. Sa voix,
étonnamment forte pour une femme de plus de 80 ans. Elle a levé la main et le brouhaha a diminué. Voilà ce qui arrive, a-t-elle dit, quand vous excluez les gens qui vous aiment vraiment. Vous avez effacé Chloé par vanité, pour l'image, pour rien qui n'ait d'importance. Et maintenant, regardez ce qu'il vous reste. Ces mots flottaient dans l'air comme de la fumée, s'enroulant dans tous les coins de la pièce. Quelqu'un en arrière-plan a laissé tomber un verre. La caméra a zoomé maladroitement, mais elle a capturé Sophie, debout, figée, le mascara striant son visage, serrant son bouquet comme s'il pouvait la maintenir droite. Mon père bougeait mal à l'aise au bord du cadre, ma mère fixant ses genoux. Pour une fois, personne ne pouvait les sauver avec des sourires polis ou des rires forcés. Le clip s'est terminé et j'ai posé le téléphone avec précaution, comme s'il pouvait me brûler. Je n'avais jamais entendu ma grand-mère parler comme ça, pas une seule fois pendant toutes les années de dîners de famille silencieux et de déviations polies. C'est elle qui était restée silencieuse quand ma mère m'avait demandé de renoncer à HEC, quand mon père louait le moindre accomplissement de Sophie tout en ignorant les miens. Mais maintenant, devant tout le monde, elle avait dit la vérité à voix haute. Lucas a laissé échapper un long soupir. Cette femme est plus courageuse que la moitié des gens que je connais. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, fixant la mère. Peut-être qu'elle a finalement réalisé que le silence tuait plus qu'il ne sauvait. Ma voix a vacillé, mais il y avait une force à le dire. Dans l'après-midi, Internet s'était emparé de l'histoire. Des hashtags inondaient TikTok et Twitter, des vidéos montées se propageant plus vite que la poudre. Justice pour Chloé défilait à l'écran, encore et encore. Des voix que je n'avais jamais rencontrées faisaient écho à mes années de silence. Des inconnus tapaient des choses comme « elle mérite mieux » et « imaginez exclure votre sœur après qu'elle ait payé pour votre mariage ». Les chiffres grimpaient à la minute, les vues dépassant le million, les commentaires s'accumulant sous chaque clip. Lucas a tourné son écran vers moi, montrant un montage que quelqu'un avait fait, ma sœur en pleurs, mon oncle criant, la voix de ma grand-mère résonnant. En bas de la vidéo, en lettres blanches et grasses, il était écrit « Voilà ce qui arrive quand on efface son propre sang ». J'ai pressé mes doigts contre mes lèvres, ne sachant pas si je devais rire ou pleurer. J'ai pensé à toutes les fois où ma mère m'avait dit que je surréagissais, que Sophie était fragile et avait besoin de plus. J'ai pensé aux chèques que j'ai faits, aux faveurs que j'ai accordées, à la façon dont j'ai ravalé mes propres ambitions jusqu'à ce qu'elles soient méconnaissables. Et maintenant, la vérité était sortie. Pas chuchotée dans les cuisines ou débattue dans les voitures, mais diffusée à des millions de personnes. L'ironie était piquante. Il avait fallu être effacé pour que le monde me voie enfin. Nous avons de nouveau marché sur la plage ce soir-là, la marée fraîche roulant autour de nos chevilles. Lucas me jetait des coups d'œil, comme s'il s'attendait à ce que je m'effondre sous le poids de tout ça. Mais je ressentais quelque chose de différent. Pas de la vengeance, exactement, mais une étrange sorte d'équilibre. Comme si la balance avait finalement penché du bon côté. Le ciel est devenu orange et violet alors que le soleil se couchait, des mouettes tournoyant au-dessus de nos têtes. J'ai enlacé mes bras autour de moi, la brise soulevant l'ourlet de ma robe. Pendant si longtemps, j'avais été l'invisible, la responsable, celle dont les sacrifices étaient enterrés sous le feu des projecteurs de quelqu'un d'autre. Maintenant, sans que je lève le petit doigt, le projecteur avait changé de place, et il était trop dur pour que Sophie y survive. Quand nous sommes retournés dans la chambre, mon téléphone a de nouveau vibré sur la table de nuit. Je l'ai pris. J'ai regardé le flot de notifications et je l'ai reposé. Je n'étais pas prête à les lire. Au lieu de cela, je me suis versé un verre d'eau, je me suis assise à côté de Lucas et j'ai laissé le silence s'étirer entre nous. Dehors, les vagues continuaient de se briser, régulières et imperturbables, comme pour me rappeler que les tempêtes passent et que la vérité, une fois dite, ne peut être défaite. L'appel est arrivé juste au moment où je me brossais les cheveux, le son des vagues s'infiltrant faiblement par les portes du balcon. Le nom sur l'écran m'a fait marquer une pause, Hélène Dubois. Ma grand-mère n'avait jamais été du genre à avoir des conversations nocturnes, et pendant des années, elle était restée silencieuse dans des moments qui appelaient sa voix. J'ai répondu quand même, la gorge serrée. Sa voix était rauque mais claire. Chloé, ma chérie. J'espère que je ne te dérange pas. Je me suis assise au bord du lit, pressant le téléphone plus fort contre mon oreille. Bien sûr que non, grand-mère. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a eu une longue respiration à l'autre bout du fil. J'aurais dû te dire ça il y a des années, a-t-elle dit. Ton grand-père t'a laissé quelque chose. Quelque chose d'important. Ma poitrine s'est raidie.
Elle a continué avant que je puisse parler. Avant de mourir, il a mis à jour son testament. Il voulait que tu aies le manoir de Valois et ses parts dans le groupe Dubois. Il disait que tu étais la seule à comprendre la responsabilité sans attendre d'applaudissements. J'ai fermé les yeux, sentant la piqûre derrière eux. Mais maman a dit qu'il avait tout laissé à elle et à tante Caroline. Je me souviens de la lecture. La voix d'Hélène a baissé, lourde de culpabilité. C'était l'ancienne version. Ta mère était au courant de la nouvelle. Elle était dans la pièce quand il l'a signé. Mais quand il est décédé, elle a présenté l'Ancien Testament à la famille. Elle a dit à tout le monde que c'était final. Et moi? Je ne l'ai pas arrêté. Le silence entre nous a semblé durer une éternité. La respiration de ma grand-mère était irrégulière, comme si la confession la vidait. J'ai murmuré, « Pourquoi? Pourquoi es-tu restée silencieuse ?» Sa réponse est venue, basse et brisée. Parce que j'avais peur. Peur que la famille n'éclate. Peur de voir mes enfants se déchirer au tribunal. Je pensais que le silence nous garderait unis, mais tout ce qu'il a fait, s'est effacé. J'ai pressé la paume de ma main contre mon front, fixant la moquette. Ce n'était pas du choc. Ce n'était même pas de la colère. C'était de la clarté. La dernière pièce d'un puzzle que j'avais toujours senti, mais jamais vu. Tous les regards étranges au dîner de fête, la façon dont ma mère s'énervait quand je posais des questions sur les comptes de mon grand-père, le malaise qui s'accrochait à chaque conversation sur la maison de Valois. Maintenant, tout prenait sens. La voix d'Hélène s'est légèrement raffermie. J'ai parlé avec Maître Ava Moreau, l'avocate de ton grand-père. Elle a toujours la copie signée et notariée. Elle se prépare à déposer le dossier à Paris au printemps prochain. Tu auras bientôt de ses nouvelles. Ce sera peut-être contesté, mais les preuves sont solides. La loi est de ton côté. Je me suis adossé à la tête de lit, regardant Lucas de l'autre côté de la pièce. Il avait arrêté ce qu'il faisait et me regardait attentivement, lisant le changement dans mon expression. Je lui ai fait un signe de tête avant de répondre. Merci de me l'avoir dit, grand-mère. Hélène a expiré un soupir tremblant. J'aurais dû le faire plus tôt. Je suis tellement désolé de t'avoir laissé porter ça seule. Quand nous avons terminé l'appel, j'ai posé le téléphone sur mes genoux et je suis restée silencieuse pendant un long moment. Lucas a traversé la pièce et s'est assis à côté de moi, sa main trouvant la mienne. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je lui ai tout raconté, chaque mot me semblant à la fois lourd et libérateur, la maison, les actions, le testament, le silence de ma mère, la culpabilité de ma grand-mère. Il a écouté sans interruption, ne resserrant sa prise que lorsque ma voix affaiblit. Quand j'ai eu fini, j'ai appuyé ma tête contre son épaule. C'est étrange, ai-je dit doucement. Je pensais que je me sentirais vengé, mais tout ce que je ressens, c'est de la fatigue. Il a embrassé le sommet de ma tête. Parce que pour toi, ça n'a jamais été une question d'argent. C'était une question de vérité. Et maintenant, tu l'as enfin. La pièce était sombre, à l'exception de la lumière de la lampe. L'océan dehors rugissait faiblement, constant et intouchable. J'ai pensé au manoir de Valois, à son porche enveloppant et à ses colonnes blanches, l'endroit où mon grand-père s'asseyait avec moi le soir, racontant des histoires pendant que Sophie courait en cercle pour attirer l'attention. J'ai pensé à comment ma mère avait dû me regarder dans les yeux toutes ces années, sachant qu'elle avait enterré la vérité. La réalisation faisait mal, non pas comme une blessure fraîchement coupée, mais comme une vieille cicatrice sur laquelle on appuie trop fort. Je me suis levé et suis sorti sur le balcon. L'air nocturne était frais contre ma peau. Lucas a suivi, s'appuyant sur la balustrade à côté de moi. Et maintenant, que se passe-t-il, a-t-il demandé. Je ne sais pas, ai-je admis. Maître Moreau va déposer le dossier. Il y aura des audiences, peut-être des gros titres. Mais pour moi, la décision est déjà prise. Je n'ai plus besoin de courir après ce qui a été volé. C'est déjà à moi, qu'il l'admette ou non. Il a hoché la tête, les yeux fixés sur l'horizon sombre. Tu n'as pas à te battre seul. Je me suis tourné vers lui, les coins de ma bouche se relevant légèrement. Je sais. Nous sommes restés là en silence pendant un moment, les étoiles dispersées au-dessus de nous, la marée montant, régulière comme une respiration. Je n'étais plus en colère. Je n'étais même plus surprise. J'étais simplement éveillé, voyant enfin la vérité sans le brouillard de la loyauté ou de l'obligation. Et ce genre de clarté,
vive et impitoyable, était son propre héritage. Le matin est venu avec les cris des mouettes devant notre balcon et le faible bourdonnement des vagues. Mais l'expression de Lucas m'a dit que la paix ne durerait pas. Il parcourait déjà son téléphone, sa mâchoire se crispant comme elle le faisait quand quelque chose le dérangeait. J'ai ouvert le rideau plus grand, laissant la lumière du soleil inonder la pièce. « Qu'est-ce que c'est, maintenant ?» ai-je demandé, me préparant. Il m'a regardé, puis a incliné le téléphone pour que je puisse voir. La vidéo avait déjà accumulé des centaines de milliers de vues. Olivia Girard, la styliste que Sophie avait exhibée sur Instagram pendant des mois, était assise dans ce qui ressemblait à une réserve, entourée de housses de vêtements et de verres de champagne à moitié vides. Son ton était feutré mais stable, comme si elle avait répété les mots avant d'oser les publier. Donc, je viens de travailler sur un mariage où le marié est parti en pleine cérémonie. Pas dramatique, pas exagéré. Il a littéralement dit, et je cite, « Je préfère partir maintenant que de mentir pour toujours ». La vidéo a brusquement coupé pour montrer des images tremblantes de Marc dévalant l'allée, bousculant ses témoins tandis que les invités tendaient le cou. Le son de la voix de Sophie a rempli le cadre, strident et brisé, « Ce n'est pas ma faute. Que quelqu'un lui parle. » Le visage d'Olivia est revenu, ses lèvres pressées dans un mélange de pitié et d'irritation. La mariée a passé le reste de la soirée à blâmer tout le monde à sa portée, le personnel, la famille, les amis, n'importe qui sauf elle-même. J'ai baissé le téléphone sur mes genoux, la brise de l'océan fraîche contre ma peau. Lucas s'est penché en arrière dans sa chaise. Elle n'était pas obligée de poster ça, a-t-il dit. Elle le voulait, ai-je répondu, traçant le bord de mon verre avec mon doigt. Peut-être qu'elle en avait marre de porter les mensonges de Sophie, elle aussi. Mais la tempête ne faisait que commencer. À midi, une autre tiktokeuse, Léa Martin, avait publié une analyse complète, sa voix saccadée narrant sur des extraits de la cérémonie, de la réception, et même des captures d'écran des légendes Instagram de Sophie. En haut de la vidéo, en lettres grasses, il y avait la phrase « Justice pour Chloé ». L'ironie était si vive qu'elle m'a fait rire sous cap. Mon nom, celui qu'ils avaient effacé, clignotant maintenant sur des millions d'écrans. Lucas a rafraîchi le fil. Les chiffres grimpaient plus vite que nous ne pouvions suivre. En top tendance, Chloé. Ce n'est plus seulement Bordeaux. C'est partout. Sa voix portait à la fois l'émerveillement et l'incrédulité. J'ai ramené mes genoux contre ma poitrine, regardant la mer au-delà de lui. Pendant des années, on m'avait dit de me taire, de maintenir la paix, de porter le fardeau sans reconnaissance. Et maintenant, des inconnus disaient les mots que ma famille n'avait jamais osé prononcer. Quand le dîner s'est terminé ce soir-là, j'étais presque tenté d'éteindre complètement mon téléphone. Mais quelque chose en moi voulait voir. J'ai ouvert Instagram juste à temps pour voir le direct de Sophie. Son visage remplissait l'écran, marbré et pâle, les yeux rouges et gonflés. « Je n'ai jamais voulu perdre ma sœur », a-t-elle dit, sa voix se brisant. « Je voulais que les choses soient parfaites. Je l'aime, je l'ai toujours aimée. Je ne savais juste pas comment tout équilibrer. » Les commentaires ont fusé en une vague implacable. « Alors pourquoi l'as-tu effacé, parfait pour qui? Tes abonnés Instagram, tu l'as exclu après qu'elle ait payé pour ton mariage. » Certains ont posté des émojis de cœur brisé, mais la plupart étaient vifs, tranchant à travers ses larmes. Sophie a essayé de continuer à parler, de se peindre comme une incomprise, mais ses mots ont faibli sous le poids de milliers de personnes qui regardaient en temps réel. J'ai fermé le direct à mi-chemin, le son de ses sanglots résonnant encore faiblement à mes oreilles. Lucas était à côté de moi, son téléphone toujours allumé alors que le fil continuait de défiler. Il m'a regardé attentivement. « Tu n'es pas secoué. » J'ai rencontré son regard, ma voix calme. Internet lui montre son reflet. Elle ne le supporte pas, mais ce n'est plus à moi de le porter. Il a pris ma main, son pouce caressant mes jointures. Tu n'as besoin de répondre à rien de tout ça. J'ai hoché la tête, posant mon téléphone face contre table. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti l'envie de me défendre. La vérité était déjà assez forte sans moi. Plus tard, nous avons marché le long du rivage, le sable frais contre nos pieds nus, la marée léchant paresseusement nos chevilles. Le ciel nocturne était lourd d'étoiles, du genre de brillance claire que l'on ne voit que loin des villes. J'ai laissé le son des vagues m'envahir, régulier et constant, tandis que la présence de Lucas à mes côtés manquerait dans le moment. Pourtant, en rentrant dans la chambre, la curiosité m'a titillé.
j'ai rouvert TikTok, faisant défiler d'innombrables montages, Sophie pleurant sur scène, Sophie criant sur le personnel, Sophie fixant son téléphone d'un air vide. Mais ensuite, j'ai trouvé un nouveau clip. Olivia Girard, encore une fois, parlant à la caméra, cette fois avec des mots plus vifs. Parfois, les familles créent leurs propres méchants, a-t-elle dit. Elles excluent la seule personne qui les maintient entières. Et quand la façade s'effondre, tout le monde voit la vérité. Les commentaires étaient impitoyables. Les gens ont fouillé d'anciens messages, des captures d'écran, tout ce qu'ils pouvaient trouver pour reconstituer le récit. Ils ont écrit des choses comme « Elle a effacé sa sœur pour le buzz et l'argent peut acheter des lustres, mais pas le caractère ». Le hashtag est monté dans le top 5 des tendances au matin. Je me suis allongé contre les oreillers, la lueur du téléphone illuminant mon visage. J'aurais dû me sentir vengée, triomphante même. Au lieu de cela, je ressentais quelque chose de plus calme, l'équilibre. C'était comme si toutes les années de silence, d'avoir été forcé de me fondre dans le décor, s'étaient finalement rompues, et le son qui s'en est échappé n'était pas ma voix, mais un cœur d'inconnu faisant écho à la vérité. Lucas a éteint la lampe et s'est glissé sous les couvertures, m'attirant près de lui. « Le monde se bat pour toi maintenant », a-t-il murmuré. J'ai laissé échapper un souffle doux, ma tête reposant contre sa poitrine. Non. Ils se battent pour ce qui est juste. Et ça suffit. La nuit s'est étirée, calme autour de nous, l'océan chuchotant contre le rivage. Quelque part de l'autre côté de la région, Sophie pleurait encore devant l'écran d'un téléphone, mais la marée n'était plus à moi d'arrêter. J'ai fermé les yeux, le rythme des vagues et la respiration régulière de Lucas me berçant, sachant que pour une fois, la bataille se livrait sans que je lève la main. Le premier son que j'ai entendu au réveil n'était pas les vagues, mais la vibration sèche de mon téléphone contre la table de nuit. Je me suis retourné, les draps chauds contre ma peau, et j'ai vu le nom de Valérie briller sur l'écran. Pendant un instant, je suis resté immobile, fixant les lettres, laissant le bourdonnement remplir la pièce jusqu'à ce qu'il s'arrête. Une seconde plus tard, il a recommencé. Puis encore. Au troisième appel, j'ai appuyé sur refuser et j'ai baissé le volume au maximum. Mon pouce a survolé l'icône de la messagerie vocale, mais je ne l'ai pas ouverte. Je suis sorti du lit et j'ai marché pieds nus sur le balcon. La lumière matinale jetait un or pâle sur l'eau. Lucas a bougé derrière moi, mais je suis restée silencieuse, tenant la balustrade alors que le téléphone vibrait une fois de plus. Quand il m'a finalement rejointe, les cheveux encore ébouriffés, je lui ai tendu le téléphone. Ils n'arrêteront pas, ai-je dit. Il a jeté un coup d'œil à l'écran, les sourcils se levant en voyant le nom de ma mère listé encore et encore. Que veulent-ils, a-t-il demandé. J'ai dégluti difficilement. Ce qu'ils ont toujours voulu. Que je nettoie leur désordre. En milieu de matinée, les appels se sont multipliés. Le numéro de mon père a clignoté, puis celui de Sophie. Chaque fois, un message vocal suivait. Quand j'ai finalement ouvert ma boîte de réception, j'ai trouvé 4 nouveaux emails, tous marqués urgents. Le premier, de ma mère, était court, « Chloé, tu dois rentrer à la maison. » La presse est brutale et Sophie s'effondre. Pense au nom de notre famille. S'il te plaît, aide-nous à arranger ça. Arranger. Ce mot était devenu une chaîne dans ma vie. Chaque erreur de Sophie, chaque facture impayée, chaque plan qui tombait à l'eau, j'étais toujours celle qui arrangeait. En lisant cela maintenant, j'ai senti quelque chose se durcir en moi. J'ai fermé l'email sans répondre. Un autre message de mon père a suivi, plus long mais pas plus chaleureux, « Chloé, tu aggraves la situation en restant silencieuse. Les journalistes appellent, les gens posent des questions. Tu dois parler. Tu sais que Sophie ne voulait pas faire de mal. Tu sais que l'unité familiale est plus importante que les apparences. Fais ce qu'il faut. » Ma mâchoire s'est crispée en faisant défiler. Pas une seule fois il ne m'a demandé si j'allais bien. Pas une seule fois il n'a reconnu ce qu'il m'avait fait. Juste plus d'instructions, plus d'exigences, masquées sous le langage du devoir. Cet après-midi-là, Sophie elle-même a essayé. Ces textos sont arrivés par rafales saccadées, « Chloé s'il te plaît, je n'en peux plus, tout le monde m'en veut, ils pensent que je suis sans cœur. J'ai besoin de toi, tu es la seule qui peut leur faire comprendre. » J'ai laissé les mots sur l'écran jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Pendant des années, j'avais été la bouée de sauvetage à laquelle elle s'accrochait, celle qui absorbait ses larmes après les ruptures, qui virait de l'argent sur son compte quand ses cartes de crédit étaient au maximum.
Maintenant, même après m'avoir exclu de son mariage, elle se tournait encore vers moi, s'attendant à ce que je sauve son image. Lucas m'a trouvé en train de fixer le téléphone, mes mains tremblant légèrement. Il a posé un verre d'eau à côté de moi et s'est accroupi. « Parle-moi. Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai tendu le téléphone, le laissant lire le message de Sophie. Il a levé les yeux, son regard stable. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» J'ai pris une profonde inspiration, l'air lourd de sel et de soleil. « Je veux les bloquer. Tous. » Il n'a pas bronché. « Alors fais-le. Mais assure-toi que ce soit ton choix, pas seulement ta colère qui parle. » J'ai hoché la tête lentement, sentant la certitude s'installer en moi comme une pierre. Ce n'était pas de la colère. C'était de la clarté. J'ai pris le téléphone et j'ai ouvert mon journal d'appel. Valérie, bloquée. Richard, bloqué. Sophie, bloquée. Chaque confirmation me laissait plus légère, bien qu'une faible douleur ait pulsé quand j'ai appuyé sur le nom de ma mère. Pendant un instant, j'ai hésité, mais je me suis souvenu de son email, de sa voix me disant pendant des années de ne pas rendre les choses plus difficiles, de ne pas prendre les choses personnellement. J'ai tapé sur bloquer et j'ai laissé le silence m'envahir. Moins d'une heure plus tard, ma cousine Victoire m'a envoyé un texto. Elle avait toujours été différente, plus douce, désintéressée par les projecteurs que Sophie adorait. Son message était simple, « Sophie m'a demandé de te contacter. Elle dit qu'elle a besoin de te parler. » Ma poitrine s'est serrée. Avant que je puisse répondre, une autre bulle est apparue, je lui ai dit que je transmettrais, mais voilà la vérité, tu ne leur dois rien. J'ai fixé ces mots, les relisant encore et encore. Ma gorge me faisait mal, ma vision se brouillant. Une permission. C'est ce que je ressentais. Pendant si longtemps, j'avais cru que ma valeur dépendait de ce que je donnais, de ce que je réparais, de ce que j'endurais. Maintenant, quelqu'un de la famille disait enfin ce que j'avais eu peur de croire. J'ai montré l'écran à Lucas. Il l'a lu, puis m'a regardé. « Alors, que vas-tu dire ?» J'ai secoué la tête. Rien. Cette fois, le silence est ma réponse. Ce soir-là, nous avons marché sur la plage, la marée fraîche caressant nos chevilles, le ciel lavé de lavande. Mon téléphone était rangé dans la chambre, face contre la table de nuit. Pour une fois, je ne sentais pas son attraction. Les vagues bougeaient à leur rythme, les mouettes criaient au-dessus de nos têtes, et je me suis permis d'appartenir au moment au lieu de leurs attentes. Quand nous sommes rentrés, la boîte de réception était de nouveau pleine. Des sujets criaient en majuscules, « S'il te plaît, appelle maintenant ». Le dernier email de Sophie disait, « Je ne peux pas faire ça seule. Tout le monde me déteste. Ils disent que j'ai détruit la famille. Tu dois leur dire que ce n'est pas vrai. » Je n'ai lu que la première ligne avant de le fermer. Mon cœur était stable maintenant. Ni cruel, ni vengeur. Juste certain. Lucas a versé 2 verres de vin et m'en a tendu un. « On dirait que tu peux respirer » a-t-il dit doucement. J'ai expiré, sentant mes épaules se détendre. Parce que je ne les porte plus. Nous nous sommes assis sur le balcon en silence, le son de l'océan nous enveloppant. Mon téléphone a vibré faiblement à l'intérieur, le son étouffé par les murs, mais je n'ai pas bougé. La nuit s'étendait, large, les étoiles scintillant au-dessus de nos têtes, et pour la première fois de ma vie, j'ai laissé mon silence parler pour moi. La lumière du matin a inondé la pièce avant même que j'ouvre les yeux, douce et dorée à travers les voilages. Je me suis étiré lentement, le son régulier des vagues en arrière-plan, et j'ai attrapé mon ordinateur portable. Presque sans réfléchir. Je n'avais pas vérifié mes emails depuis des jours, et une partie de moi redoutait ce qui pouvait m'attendre. Pourtant, quelque chose m'a poussé à regarder. Tout en haut de ma boîte de réception se trouvait un message de Maître Avamoro. Ma respiration s'est bloquée en cliquant dessus. Le tribunal a officiellement accepté le dépôt de dossier, disait son message. Le testament signé et notarié est enregistré. Une audience préliminaire a été fixée au 2 avril 2024 à Paris. Chloé, c'est une position de force. Nous nous préparons à toutes les objections possibles, mais vous devez savoir que la loi est de votre côté. Je me suis assise dans le fauteuil, laissant les mots s'installer en moi. Pendant des mois, j'avais eu l'impression que la vérité était quelque chose de fragile, quelque chose qui pouvait être balayé si ma mère le voulait. Maintenant, c'était réel, tamponné par le tribunal, préservé là où son déni ne pouvait pas l'effacer.
Lucas est sorti de la cuisine, tenant 2 tasses de café, une déjà sucrée comme je l'aimais. Il a vu mon visage et s'est arrêté. Bonne ou mauvaise nouvelle? J'ai tourné l'écran vers lui. Il a lu rapidement, puis a posé les tasses avec un sourire. Chloé, c'est énorme. C'est enfin au grand jour. J'ai hoché la tête, la gorge nouée par un mélange de soulagement et d'épuisement. Je ne sais même pas quoi ressentir. Il a serré mon épaule. Tu n'as besoin de rien ressentir d'autre que la liberté. La journée s'est déroulée tranquillement jusqu'à juste après le déjeuner, lorsque mon téléphone a sonné. Un appel de New York. C'était Marissa, mon associée à l'agence. Sa voix était vive, presque haletante. Chloé, ils ont signé. J'ai cligné des yeux. Signé quoi? La marque de voyage. Le contrat de 500 000 €. Ils sont officiellement à bord. J'ai ri d'incrédulité, pressant ma main sur mon front. Tu es sérieuse? Marissa a gloussé. Je viens d'envoyer les papiers. Tu l'as fait. Nous l'avons fait. Quand l'appel s'est terminé, Lucas me regardait déjà, les sourcils levés. On dirait que tu viens de gagner au loto. J'ai ri à nouveau, ma poitrine bouillonnant de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le contrat est passé. 500 000 €. Il a éclaté d'un large sourire, m'attrapant dans ses bras et me faisant tourner une fois avant de me reposer. Chloé, tu t'entends? 1/2 million. Toutes ces nuits où tu doutais que l'entreprise marcherait. Et regarde maintenant. J'ai pressé mon front contre sa poitrine, la joie se mêlant à une pointe de souvenir. Ma famille s'était moquée de l'agence quand je l'ai lancée. Ils l'appelaient un hobby, une distraction. Sophie disait à ses amis que c'était mon petit projet à côté. Et maintenant, la même entreprise qu'ils avaient méprisée valait plus que tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Le karma avait une étrange façon d'arriver, silencieux et indéniable. Ce soir-là, j'ai fait l'erreur d'ouvrir Instagram. Sophie avait de nouveau posté. Cette fois, un carrousel de vieilles photos de famille, choisies avec soin, nous, enfants, en pyjama de Noël assorti, un cliché de moi la poussant sur une balançoire, même une photo de nous 4 à un pique-nique au bord d'un lac, quand les choses semblaient encore normales. La légende disait, les familles se disputent, mais elles guérissent. Je suis si reconnaissante pour la mienne. Pendant un instant, ma poitrine s'est serrée. Puis j'ai fait défiler jusqu'aux commentaires. Où est Chloé? L'un après l'autre, la même question remplissait le fil. Tu ne peux pas effacer ta sœur et ensuite poster ça, guérir sans Chloé, ce n'est pas guérir. Les commentaires sont devenus plus vifs, certains mentionnant les vidéos de sa crise au mariage, d'autres intégrant le clip accablant d'Olivia Girard en coulisses. Quelques-uns ont simplement posté la phrase désormais familière, « Justice pour Chloé ». J'ai posé le téléphone, mes mains stables. Lucas m'a observé attentivement, jaugeant si j'étais secoué. Au lieu de cela, j'ai pris mon verre de vin et j'ai bu une longue gorgée. Il ne la croit plus, ai-je dit doucement. L'image qu'elle a essayé de peindre toute sa vie s'effrite. Nous avons mangé sur le balcon, l'air marin nous enveloppant alors que la dernière lumière du jour s'évanouissait dans l'indigo. Lucas s'est penché en arrière dans sa chaise, son visage doux dans la lueur de la lanterne. « Qu'est-ce que ça fait » a-t-il demandé. Étrange, ai-je admis. De gagner sur les 2 fronts en même temps. Le tribunal a pris la vérité au sérieux, mon entreprise prospère, et Sophie. Elle perd tout ce qu'elle a travaillé à protéger. Il a incliné la tête. Et pourtant, une partie de moi se sent fatiguée, ai-je dit. Pas parce que je ne veux pas de ces victoires, mais parce que j'ai passé si longtemps à essayer de gagner des miettes de reconnaissance de leur part. Maintenant, je réalise que je n'avais pas besoin de leur approbation en premier lieu. Il a hoché la tête, ses yeux chaleureux. C'est la différence. Tu ne leur prouves plus qu'ils ont tort. Tu te prouves à toi-même que tu as raison. Les mots se sont imprégnés en moi alors que nous finissions de dîner. Après, nous nous sommes promenés le long du rivage, le sable frais sous nos pieds, la lune dessinant des chemins argentés sur l'eau. Chaque pas semblait plus léger que le précédent. Pour la première fois, ma vie n'était pas liée à leur jugement. J'avançais par ma propre force. Quand nous avons atteint la ligne de marée, Lucas s'est arrêté et a glissé sa main dans la mienne. « Tu sais ce que je pense » a-t-il demandé. J'ai souri faiblement. « Quoi » ? « Que ce n'est que le début » a-t-il dit.
J'ai regardé l'horizon sombre, les vagues se repliant les unes sur les autres à l'infini. Il avait raison. Les batailles qui me définissaient autrefois étaient derrière moi maintenant. Ce qui m'attendait était à moi seul. Et j'étais enfin prête à le réclamer. Le lendemain matin, je me suis assise sur le porche avec un carnet sur les genoux. L'air salin caressant ma peau et le roulement régulier des vagues en contrebas me rappelaient à quel point tout pouvait sembler petit, mesuré à l'océan. La page devant moi est restée blanche pendant un long moment. Finalement, j'ai écrit un mot en haut, maman. Le stylo bougeait lentement au début. J'ai écrit sur le récital de piano qu'elle a manqué parce que Sophie avait de la fièvre, comment elle n'a jamais demandé comment ça s'était passé, comment j'ai arrêté de jouer pendant des mois et qu'elle ne l'a jamais remarqué. J'ai écrit sur le forum des métiers en 4e, quand tous les autres enfants avaient un parent à leur côté et que je me tenais seul avec une affiche que j'avais faite à la main. J'ai écrit sur la fois où elle m'a appelé pour virer de l'argent à Sophie depuis mes économies, sans même demander, supposant juste que je dirais oui. Ligne après ligne a jailli. Pendant des années, j'ai cru que l'amour se mesurait à l'utilité. Si je réparais assez, si je restais assez silencieuse, si je portais assez, peut-être que je mériterais le genre d'appartenance que les autres filles semblaient avoir par défaut. Mais ce que j'ai vraiment appris, c'est que l'amour dans notre maison venait avec des conditions, et les miennes étaient toujours plus lourdes. Le soleil a grimpé plus haut, le papier s'est rempli. À la fin, j'ai écrit une seule phrase qui a semblé soulever une pierre de ma poitrine, le véritable amour n'exige pas le silence comme preuve. Quand j'ai eu fini, j'ai posé le stylo et j'ai regardé les mots. Ils semblaient vifs, rudes, mais aussi stables. J'ai plié les pages une fois, 2 fois, puis je les ai descendus sur la plage. Lucas a suivi à quelques pas, ne disant rien, juste marchant avec moi. J'ai trouvé un endroit près de la ligne de marée où du bois flotté s'était accumulé. Je me suis agenouillé, j'ai creusé un petit trou dans le sable et j'y ai placé les pages pliées. Lucas m'a tendu le briquet que nous avions utilisé la veille pour les bougies. Ma main tremblait légèrement, mais j'ai tourné la molette et j'ai touché la flamme au coin du papier. Il a pris rapidement, orange et affamé, enroulant les mots en cendres. Nous sommes restés assis là alors que la fumée s'élevait, la brise emportant les fragments dans le ciel. En les regardant monter, j'ai senti quelque chose se détendre en moi. Je l'avais écrit, je l'avais dit sur le papier, et maintenant, je l'avais laissé partir. L'océan a rapproché la marée, comme pour emporter ce qui restait. Lucas a glissé son bras autour de moi. « Ça va ?» a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête, les yeux toujours sur la dernière braise s'éteignant en gris. Je n'ai pas besoin qu'elle le lise. J'avais juste besoin d'arrêter de le retenir. Cet après-midi-là, nous avons loué des kayaks à la marina. Les planches ont tangué doucement alors que nous montions à bord, les pagaies plongeant dans une eau si claire que je pouvais voir des bancs de poissons filés en dessous. Le soleil était éclatant, l'air chaud, et pour une fois, il n'y avait aucun bruit, sauf le rythme de nos coups de pagaie. Nous avons pagayé au-delà des brisants, l'île rétrécissant derrière nous. Mes muscles brûlaient, mais c'était une bonne douleur, celle qui me rappelait que j'avançais par ma propre force. Lucas a jeté un coup d'œil, sa pagaie laissant tomber de la lumière dans l'eau. « Tu as l'air plus légère » a-t-il dit. J'ai ri doucement, sentant la brise emmêler mes cheveux. Je me sens plus légère. Nous avons dérivé un moment, laissant le courant nous porter. Je me suis penché en arrière, laissant le kayak se balancer sous moi, et j'ai regardé le ciel infini. Aucune excuse n'était venue, aucun compte n'avait été réglé, et pourtant, pour la première fois, je n'attendais pas. Quand nous sommes revenus à terre, le sable chaud sous nos pieds, je me sentais renouvelé. Les mots que j'avais portés depuis l'enfance étaient maintenant des cendres, dispersées au vent et à la mer. Le silence que j'avais choisi ne me semblait plus lourd. Il ressemblait à la paix. Cette nuit-là, alors que la marée montait haut et que les étoiles se réveillaient, je me suis assise à côté de Lucas, une couverture enroulée autour de mes épaules. Le souvenir de la lettre persistait, ni douloureux, ni amer, juste terminé. Un cercle fermé. La vie à laquelle je m'étais accroché avait disparu, et à sa place, il y avait quelque chose de plus calme, de plus vrai. J'ai laissé la nuit me tenir dans cette immobilité, les braises de mon ancienne histoire parties, l'horizon ouvert et attendant. À la fin de l'année, je me suis retrouvé en coulisses d'un petit théâtre à Cannes, un microphone accroché à mon col et la lueur du cercle rouge attendant sous les lumières. Mes paumes étaient stables alors que je regardais l'affiche dans ma main, même si je n'en avais plus vraiment besoin. Les mots étaient avec moi depuis des mois, griffonnés dans les marges, murmurés au vent sur l'île de Ré,
porté avec moi dans chaque matin silencieux depuis. Quand on a appelé mon nom, je suis monté sur scène. Le public était silencieux, attendant. J'ai laissé le silence s'installer avant de commencer. Non est une phrase complète. Les mots ont résonné, clairs, simples, mais leur poids a rempli l'espace. J'ai parlé de limites, de la façon dont dire non ne vous rendait pas égoïste, mais entier. J'ai parlé d'années de silence confondues avec la loyauté, de la façon dont l'amour sans respect n'est pas de l'amour du tout. Des visages dans la foule se sont levés, certains hochant la tête, certains retenant leurs larmes. J'ai senti ma voix se renforcer en leur disant que l'appartenance n'était jamais censée nous coûter notre paix, que parfois la chose la plus courageuse que nous puissions faire est d'arrêter de frapper à des portes qui ne s'ouvrent jamais. Au moment où j'ai terminé, les applaudissements se sont levés comme une vague. J'ai légèrement incliné la tête, non pas comme une demande d'approbation, mais comme une reconnaissance de ce qui avait été partagé. La vidéo a été mise en ligne en quelques jours, et à la fin du mois, elle s'était répandue dans tout le pays. Des messages ont afflué de femmes qui disaient avoir enfin fixé des limites avec leurs frères et sœurs, leur mère, même leurs conjoints. Certaines ont écrit que pour la première fois depuis des années, elles s'étaient choisies sans excuse. J'ai lu leurs mots tard dans la nuit, non pas avec la soif de reconnaissance que je portais autrefois, mais avec gratitude. Mon histoire était devenue plus que la mienne. De retour à Lyon, Lucas et moi avons signé les papiers pour une maison de ville près des quais de Saône. C'était modeste comparé au manoir que Sophie exhibait en ligne, mais c'était à nous. De larges fenêtres remplissaient les pièces de lumière matinale, les planchers craquaient juste assez pour nous rappeler que la maison était vivante, et la terrasse arrière donnait sur l'eau, où les hérons plongeaient bas au lever du soleil. Le week-end, nous nous promenions sur le sentier qui longeait la rivière, nous arrêtant pour un café dans un petit établissement niché sous les chênes. Les voisins nous saluaient, les inconnus hochaient la tête, et pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais enraciné dans un endroit qui n'exigeait rien de moi, si ce n'est ma présence. Nous avons rempli les murs de photographies de nos voyages, les rires se déversant dans des pièces autrefois silencieuses. Ce n'était pas parfait, mais c'était la paix. Valérie n'a plus jamais appelé. Ni Sophie. Le silence s'est étiré sur des mois, puis sur une année, jusqu'à ce que leur absence ne ressemble plus à une blessure, mais à une cicatrice guérie. Parfois, je me demandais s'ils racontaient encore des histoires sur moi, s'ils me peignaient comme la méchante qui les avait abandonnés. Mais l'interrogation ne durait jamais. Leur voix ne m'atteignait plus. Lucas m'a trouvé un soir sur la terrasse, mon carnet ouvert à côté d'une tasse de thé qui refroidissait. Il s'est appuyé contre la balustrade, regardant le fleuve s'assombrir alors que le soleil tombait. « À quoi tu penses ?» a-t-il demandé. J'ai souri faiblement. À quel point c'est calme. Il a pris ma main. Le calme peut être un cadeau. J'ai hoché la tête, sentant la vérité de ces mots s'installer dans ma poitrine. La fille qui se pliait autrefois pour être utile avait été remplacée par une femme qui ne demandait plus la permission d'exister. Si vous avez déjà été effacé, négligé, ou si on vous a dit que vous étiez trop ou pas assez, je veux que vous m'entendiez maintenant. Vous n'avez pas besoin de mendier une place à une table qui n'a jamais été construite pour vous. Vous n'avez pas besoin de mériter l'amour en donnant plus que vous ne pouvez porter. Se choisir soi-même n'est pas égoïste, c'est de la survie. Et c'est la forme de justice la plus puissante que vous puissiez donner à une histoire qui a essayé de vous faire taire. Alors, si vous avez déjà été laissé à l'écart d'une célébration, rayé d'une liste, ou si on vous a dit que votre valeur était conditionnelle, j'espère que vous vous souviendrez de ceci, vous n'êtes pas le problème, et votre nom est suffisant.